Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un thème que j'ai eu toute cette semaine en séance, qui est le thème des pleurs du bébé. Alors moi je trouve que pour les parents c'est assez compliqué à l'heure actuelle puisqu'on vous dit que l'enfant ne doit jamais pleurer, hein, c'est ce qui est véhiculé, ce que vous lisez, ce que vous voyez peut-être sur les réseaux, etc. Et c'est extrêmement culpabilisant pour les parents puisque bien souvent ils sont démunis puisque certains enfants vont pleurer plus que d'autres. Alors on va voir qu'il y a différents types de pleurs. Il y a déjà, pour la première chose que je voudrais un peu démystifier, c'est le côté où le parent doit instinctivement savoir pourquoi l'enfant pleure, et cela dès l'arrivée du bébé, c'est-à-dire dès ses premières heures. Alors moi je trouve que c'est très dur pour les parents de pouvoir identifier, et à dire vrai, on vous ment quand on vous dit ça, puisque pour moi vous allez apprendre petit à petit à le connaître sans même vous en rendre compte, mais ces pleurs vous allez les identifier, c'est-à-dire que la première fois quand l'enfant va pleurer, vous allez en fait cocher des cases. C'est-à-dire que vous allez juste regarder, ben tiens, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a besoin d'être changé, est-ce qu'il veut un câlin. Enfin, on va en fait cocher par élimination, quoi. Et souvent, c'est petit à petit, vous allez vous apercevoir que quand l'enfant pleure, il va en même temps faire une gestuelle, une mimique. Imaginons par exemple que l'enfant pleure parce qu'il a faim, ben, potentiellement avec sa bouche, il va commencer à téter ou il va commencer à téter ses doigts. Et c'est là où votre cerveau va enregistrer ce pleur-là égale en fait j'ai faim, quoi. Donc petit à petit, pour le parent, il va apprendre à connaître. Mais de manière innée, en fait, pour moi, c'est vraiment vous mentir de vous faire croire que vous allez instinctivement deviner pourquoi l'enfant pleure. Ensuite, il y a autre chose. Il y a aussi la notion où le pleur veut forcément dire danger. Alors, je suis d'accord que lorsque l'enfant pleure, il peut s'agir de quelque chose de difficile pour lui. Et on va bien entendu éliminer tout ce qui serait problème mécanique. Par exemple, un enfant qui pleure beaucoup, on va peut-être éliminer effectivement qu'il n'ait pas de reflux gastro-œsophagien, par exemple. Et qu'il n'ait pas d'autres problématiques, bien entendu. Et ça vaut toujours le coup d'aller consulter votre médecin ou votre sage-femme. Cependant, pour moi, le bébé, parfois, la mère va trop identifier que le pleur égale danger. Alors pourquoi je dis la mère? Parce que la mère va être dans le postnatal, dans un état qui est particulier, qui est un état hormonal qui s'appelle l'état de préoccupation maternelle primaire, et qui va faire que elle va être programmée pour répondre à tous les besoins de l'enfant. Donc dès que l'enfant va réagir, elle va être en interaction directe avec lui plus que le père, puisque c'est une question hormonale en fait, et c'est un peu ce qui nous reste de notre côté mammifère avec la survie de l'espèce. Donc la mère va être en hyper-vigilance et en hyper-réactivité, j'ai envie de dire. Sauf que cette préoccupation maternelle primaire, petit à petit, va s'étioler et autant elle devrait être à 150% dès l'arrivée de l'enfant, autant vers 6 mois, elle va s'apaiser et la mère va commencer au maximum 6 mois, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des femmes, ça va être plus précoce, mais au maximum 6 mois, la mère va commencer à laisser l'ouverture au monde extérieur à l'enfant. Sauf qu'elle va souvent être encore programmée sur le pleur égal danger. Mais il y a des enfants quand même qui sont un peu coquins, puisque le pleur reste, mine de rien, leur seul moyen d'expression. Hein, ils n'ont pas d'autres moyens pour communiquer, puisqu'ils ne savent pas encore parler, donc ils n'ont pas d'autres moyens pour communiquer avec leurs parents. Et lorsqu'ils pleurent, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont en danger. Je vois par exemple, il y a des typologies d'enfants, ça je vous en parlerai plus tard, mais il y a des typologies d'enfants que j'appelle très gentiment mes syndicalistes, qui eux vont avoir tendance, effectivement, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, mais c'est quoi ça? Expliquez-moi, et ils vont sortir leur pancarte. Donc ces enfants-là auront peut-être plus facilement l'habitude de hausser le ton, j'ai envie de dire. Et n'oubliez pas que l'enfant va ranger ses nouvelles expériences en fonction de ce que les parents vont lui montrer, de leur réaction en fait. Hein, je prends quelque chose de très banal mais qui vous est certainement déjà arrivé. Si par exemple un jeune enfant court vers vous et tombe, son premier réflexe c'est de regarder le visage des parents. Si le parent fait comme ça, en mode c'est la catastrophe, eh bien l'enfant en fait de lui-même va se mettre à pleurer alors qu'il y avait peut-être pas un gros bobo. Par contre effectivement si le parent temporise, l'enfant va vivre l'expérience comme n'étant pas dramatique. C'est pas toujours facile à gérer, hein. Là je donne des faits, mais c'est pas toujours évident pour les parents puisqu'on apprend quand même sur le tas, hein, ne nous leurrons pas. Et effectivement, l'enfant, quand il va vivre une expérience, par exemple, ça peut être même juste en sortant du ventre de sa mère, la première fois où il a faim, c'est quand même assez étonnant. Si le parent s'approche de lui en se disant mon Dieu, pourquoi il pleure, le pauvre, qu'est-ce qui lui arrive, et en étant très affolé, eh bien l'enfant va enregistrer que cette première expérience de faim peut être grave, donc il va la ranger dans la case grave de son cerveau. Le problème, c'est que 2 heures plus tard, ça va revenir, donc de nouveau, la sensation de faim va arriver, les gargouillis, donc lui
son cerveau va dire on connaît déjà l'expérience, donc on va sortir le pleur qui correspond, soit le pleur au niveau duquel le parent est arrivé, donc souvent le pleur un peu fort, et donc l'enfant va pleurer encore plus fort. Donc le parent, n'étant pas stupide, il va entendre qu'effectivement son enfant pleure plus fort, donc il va se dire c'est encore plus grave, et il va rajouter encore une couche. Alors je vous explique, tout ça c'est inconscient, qu'on soit bien d'accord, donc ne vous culpabilisez pas, sachez juste comment ça fonctionne. Si effectivement l'enfant, on lui explique, on lui dit oui, là ce que tu vis, c'est la première fois que tu le vis, et ça te paraît bizarre, ça s'appelle des gargouillis, c'est quand on a faim, donc quand on a faim, on mange et on va te donner à manger. Ben là, la verbalisation va te donner complètement autre chose. On le retrouve par exemple aussi dans le sommeil, puisque souvent, le parent, quand il va poser son enfant pour la première fois dans sa grande chambre, qui a eu un changement, etc., le parent va être un petit peu inquiet et l'enfant va le sentir. Donc quand le parent va le mettre dans le nouveau lit, l'enfant lui va enregistrer mon parent est inquiet, ça veut dire que ce nouveau lit est dangereux pour moi. Donc l'enfant va se mettre à pleurer forcément, et le parent va se dire voilà, il veut pas dormir dans son nouveau lit, le fait de le mettre dans sa chambre c'est compliqué, etc. Et le parent, l'expérience va être aussi vécue comme quelque chose de négatif, donc quand il va réessayer, il va avoir en arrière-fond cette teinte de mauvais vécu, déjà une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Donc imaginez comment ça se déroule après le coucher, c'est plutôt compliqué quoi. Donc vous voyez, le pleur ne veut pas forcément dire mon enfant va mal. Le pleur, il y a plusieurs significations, donc c'est à pister, rien n'est à négliger bien entendu, et puis n'hésitez pas à vous faire accompagner. Bon, je vous dis à bientôt pour le prochain sujet. À très bientôt.